Alors, messieurs, dames, bonjour à tous. Je suis Marie-Catherine Bernard. Je suis là pour animer la réunion. Je vais rapidement vous présenter le déroulement de séance, quelques règles que tout le monde a déjà pu, ceux qui étaient déjà connectés, vérifier. Donc, les micros sont coupés. La contribution va se faire par écrit pour que vous puissiez poser des questions. Vous pourrez les poser tout au long de l'intervention. Ça nous permettra aussi d'apporter des réponses par écrit si on n'avait pas pu aborder tout au cours de notre réunion qui dure jusqu'à 20 heures. Quelques mots sur le déroulé, si vous pouvez passer le slide suivant. Donc, on va tout d'abord avoir une présentation sur ce qu'est un PLUI. Vous êtes pour la plupart très au fait, mais il faut que chacun puisse le comprendre. La procédure de modification, le cadre légal, la méthodologie, les enjeux. On abordera aussi, parce qu'il y a déjà des questions sur les registres, ce que sont les modifications envisageables ou non. Puis, je regrouperai vos questions de manière à qu'on puisse y répondre de façon groupée. Eh bien, je laisse maintenant la parole, donc quelques mots aussi sur les intervenants. Donc, ce sera tout d'abord Maryse Di Bernardo, la conseillère communautaire déléguée à l'urbanisme, qui introduira les débats et présentera les grands éléments relatifs au PLUI. Puis, nous aurons aussi l'intervention de Madame la directrice de l'aménagement et de la responsable de la planification et du PLUI. Et puis, moi, je suis Marie-Catherine Bernard et je suis là pour animer la réunion. Madame Di Bernardo, c'est à vous. Merci, Madame Bernard. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, à l'heure actuelle, je pense que vous êtes plus de 120 connectés. Donc, vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits pour suivre cette réunion publique organisée dans le cadre de la première modification générale du PLUI et je vous en remercie. Alors, une réunion certes en visio, mais vu le rebond de l'épidémie, cela a été plus prudent pour faciliter l'accès à l'information sur un territoire aussi vaste. 54 communes représentées sur 73, c'est un beau bilan, plus de 300 personnes connectées, plus de 300 personnes inscrites actuellement, donc on espère qu'ils vont être connectés. Je pense que le résultat n'aurait pas été aussi favorable en présentiel. Donc, je vous rappelle que le PLUI a été approuvé le 16 janvier 2020 et afin de tenir compte de l'évolution des réflexions et de tirer les conséquences de ces mois d'application, une première procédure de modification générale est engagée, en rappelant toutefois que les modifications sont limitées pour ne pas remettre en cause le cadre méthodologique et le respect des orientations du PADD, c'est-à-dire du projet d'aménagement et de développement durable. Après avoir travaillé avec les élus de chaque commune l'an dernier pour recenser les demandes d'évolution communale, l'heure est aujourd'hui à la concertation avec les habitants. Avant de dérouler l'ordre du jour de la réunion, je vais vous rappeler le cadre et l'objet de notre rendez-vous. Nous vous proposons ce soir un temps d'information sur les objectifs et attendus de cette concertation qui vous permet d'exprimer vous aussi des demandes d'évolution. Mais attention, la modification d'un PLUI doit respecter un cadre réglementaire très strict, défini par le Code de l'urbanisme. On ne peut pas tout modifier. Vous pourrez le constater lors de la présentation. Et c'est important de le rappeler car à ce jour, nous avons reçu plus d'une centaine de demandes. Et sur ces 100 premières demandes versées au titre de la concertation, plus de 80% ne pourront être intégrés dans la modification. Soit parce qu'elles n'appellent pas de réponse spécifique dans la modification. Un exemple, lorsque les habitants font des constats, posent des questions très générales ou émettent des remarques sur des politiques plus globales, comme sur les déplacements doux. Soit parce qu'elles dépassent le champ de la modification, lorsque les demandes concernent des modifications de zonage qui augmenteraient les droits à construire en zone naturelle ou agricole,
ou des suppressions de protection paysagère et patrimoniale. Tout ce qui vise à réduire une zone naturelle ou agricole, ou qu'il s'agisse de corriger à la marge une limite de zone naturelle ou une protection paysagère ou patrimoniale identifiée sur des plans, n'est pas recevable dans une procédure de modification du PLUI. Nous ne pourrons même pas envisager d'étudier ces demandes car elles seront automatiquement classées hors champ de modification. Ces demandes sont du ressort de la révision, procédure longue et complexe qu'il n'est pas prévu d'engager à court terme. Mais là encore, je préfère être transparente avec vous. La législation nous contraint de plus en plus en matière de protection des espaces naturels et agricoles et ne nous pourrons pas forcément donner gain de cause aux demandeurs. Les enjeux de lutte contre l'artificialisation des sols, portés à l'objectif zéro artificialisation nette de la récente loi climat publiée cet été, imposent à tous d'être plus sobres dans notre utilisation des sols. La charte du parc naturel du Vexin, qui couvre plus de 26 communes de notre territoire, et la révision du schéma directeur d'Île-de-France à horizon 2025-2040 et avec lequel le PLUI devrait être compatible, intègre déjà cet objectif. Il nous faut donc réfléchir et agir dès aujourd'hui pour s'adapter aux enjeux du territoire. Protéger les zones agricoles et naturelles du PLUI, de notre PLUI, accepter de densifier les constructions dans les zones urbaines. Ceci est l'affaire de tous que de préserver notre territoire dans l'intérêt général pour les générations futures. Après cette introduction, place maintenant au sujet qui nous intéresse ce soir. La modification générale du PLUI pour laquelle nous sommes en phase de concertation avec vous. Rappelons juste que la concertation permet à chacun de proposer des sujets à intégrer au dossier qui est en cours de constitution. Elle est à différencier de l'enquête publique envisagée en juin 2023, prochaine phase qui vous permettra de prendre connaissance des différentes propositions de modification et de vous exprimer sur ces points. N'hésitez pas à poser vos questions par le mode chat, comme vous l'a expliqué Madame Bernard, pour que nous puissions apporter des réponses. Alors, nous allons faire défiler donc le PowerPoint avec, en première ligne, donc le rappel sur le plan local d'urbanisme. Donc, ce document, c'est la base donc de ce que doit devenir le territoire sur les 15 années à venir. Le PLUI donc identifie des zones qui doivent rester naturelles ou agricoles. On appelle ça les plans de zonage. Il établit également des règles très précises, des règles de construction à chaque parcelle. On appelle ça le règlement. Et également, il définit des orientations d'aménagement plus globales en matière de développement économique, d'habitat. Ce sont les OAP. Ce PLUI est exactement soumis à de nombreuses législations sectorielles, les lois, les décrets codifiés dans un cadre juridique. Il doit s'appuyer sur le SDRIF, je vous en ai parlé tout à l'heure, ainsi que sur des chartes régionales, comme nous, le parc régional du Vexin. Le PLUI est dit intercommunal. Pourquoi? Parce qu'il regroupe 73 communes. Il a été approuvé le 16 janvier 2020, après 4 années d'élaboration, 2 années de concertation préalable avec les habitants et une enquête publique organisée en juin 2019. Plus de 1800 remarques. Seuls le règlement et les orientations sont opposables. Les OAP, en termes de compatibilité, et le règlement en termes de conformité. Pour rappel, un PLUI donc, est composé de pièces administratives.
Donc, nous avons délibéré pour ce PLUI. Donc, on retrouve la délibération, l'approbation du PLUI, son rapport de présentation, présentation bien sûr du territoire, diagnostic, justification, indicateur de suivi. On définit les grandes orientations de développement du territoire dans les années à venir, donc on appelle le PADD, ainsi que les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation. Donc ce sont des secteurs délimités pour lesquels sont précisées de grandes orientations en cas de projet, commerce et autres. Nous retrouvons donc le règlement avec les définitions et règles à respecter en cas de projet. On retrouve ça donc dans vos collectivités lorsque vous déposez un permis. Et ensuite, les annexes, donc dispositions indépendantes du PLUI. Vous avez les préventions des risques d'inondation, les droits de préemption urbains, les périmètres. Il faut savoir que ce dossier du PLUI est consultable, bien sûr, en mairie et sur le site de gpso.fr. Alors maintenant, on va rentrer dans une explication un peu plus précise, à quoi correspond une procédure de modification, quels en sont les objets et en quoi c'est concrètement différent de la procédure de révision. Je vous en prie. Alors, la modification a un délai beaucoup plus court qu'une révision, mais très limité. Donc, on peut adapter, corriger, ajuster quelques dispositions, mais ne pas toucher à la refonte du document pour respecter les orientations du PLUI. Le PLUI est un document unique pour 73 communes, donc changer une règle localement peut déséquilibrer le reste du territoire. Nous avons l'urbanisme de projet au premier plan. Il faut savoir que le PLUI répond à un projet d'intérêt général et n'est pas la somme d'intérêts particuliers. Et le PLUI ne doit pas s'adapter au projet, c'est au projet de s'adapter au PLUI. Alors là, je vais laisser la parole à Karine qui va commencer par l'évaluation environnementale. Alors, l'évaluation environnementale, c'est une obligation. La modification générale du PLUI s'accompagne d'une actualisation de l'évaluation environnementale du PLUI approuvé. C'est une étape obligatoire pour garantir et justifier la prise en compte des enjeux environnementaux liés à la préservation du paysage, à la biodiversité, à la prise en compte des risques de pollution. Toutes les demandes étudiées dans le cadre de la modification du PLUI, qu'elles soient communales ou issues de la concertation du public, seront étudiées en fonction de leurs incidences positives ou négatives par rapport à la prise en compte de l'évaluation environnementale. Ensuite, l'autorité environnementale, autorité indépendante, aura un avis à émettre sur le dossier de modification complet intégrant les analyses des enjeux environnementaux. La modification du PLUI se doit d'être vertueuse. Alors, l'objet principal de la modification, donc comme le disait Madame Di Bernardo, il s'agit d'ajuster, de corriger, de clarifier des dispositions suite aux 2 premières années d'application du PLUI, de tenir compte de l'évolution des projets communaux. Il faut savoir que depuis la date d'approbation du PLUI en 2020, plus de 650 demandes ont été examinées par rapport au cadrage méthodologique du PLUI approuvé qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et il s'agit de prendre en compte vos contributions, vos suggestions d'amélioration du PLUI. Alors ça, c'est important, c'est que vos contributions seront à formuler maintenant, durant la phase de concertation qui est actuellement en cours, soit jusqu'au 1er juin 2022. C'est important de retenir cette date, car après le 1er juin 2022, il ne sera plus possible de contribuer au titre de la concertation générale. La prochaine étape de l'association des habitants sera, comme l'a expliqué Madame Di Bernardo, et elle le redira, ça sera l'étape de l'enquête publique qui aura lieu en juin 2023.
Alors, la concertation, elle a été ouverte en octobre 2021. Une délibération a défini les modalités de collaboration de concertation, excusez-moi, avec les habitants. À ce jour, déjà plus de 120 contributions ont été reçues. Toutes les contributions sont enregistrées et analysées. Elles sont analysées au regard de la procédure qui est menée, du cadrage méthodologique du PLUI et de son champ d'application. Toutes les contributions seront ensuite transmises aux communes pour un échange avant de tirer le bilan de la concertation prévu en septembre 2022. À la fin de la période d'expression du public, c'est 1er juin 2022. Alors, il est important de préciser, puisqu'on a eu de la part de certains habitants qui ont déjà déposé des demandes de contribution, des relances, effectivement, parce que vous n'aviez pas de réponse à vos contributions. Donc, il faut savoir que c'est normal, puisqu'on ne répond pas de façon individualisée ou par courrier à vos demandes. Elles font l'objet d'un examen global afin que le Conseil communautaire puisse tirer le bilan de la concertation en septembre 2022. Mais vous pourrez ensuite, après la délibération du Conseil communautaire, consulter le rapport et le bilan de cette concertation à titre d'information. Et ensuite, la prochaine étape d'expression du public sera la phase enquête publique. Alors, dans une modification, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans une modification, on peut corriger le contour d'une limite entre une zone urbaine uniquement. On peut préciser les éléments du règlement pour les clarifier. On peut ajouter une protection paysagère ou bâtie. Protection paysagère, ce sont les cœurs d'îlots, lisières de jardin, des arbres, des espaces collectifs végétalisés. Mais en aucun cas, on peut réduire ou supprimer une protection. Il en est de même pour les protections liées à la démarche patrimoniale. On peut ajouter des protections, mais en aucun cas, on peut en supprimer ou en réduire. On peut aussi créer, modifier des orientations d'aménagement et de programmation. On peut également en supprimer. On vous donnera des exemples tout à l'heure. Toutes les demandes seront prises en compte et examinées et analysées au regard du champ d'application de la modification. Donc, on a vu ce qu'on pouvait modifier. Qu'est-ce que l'on ne peut pas faire dans une modification? Alors, dans une modification, on ne peut pas changer une orientation du projet d'aménagement et de développement durable du territoire, le PADD. Dans notre PADD, nous avons 3 axes forts. Repenser la ville à partir du paysage, développer un pôle économique dynamique en Île-de-France et faire de la mobilité un vecteur d'urbanité. Le PADD est le socle de notre PLUI. C'est sur la base du PADD que les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation, et le règlement qui fixe les différentes zones ont été élaborés. On ne peut pas non plus réduire ou supprimer une protection paysagère ou bâtie. On ne peut pas réduire une zone agricole ou naturelle ou créer un secteur de taille et de capacité d'accueil limitée en zone naturelle ou agricole. On ne peut pas réduire ou supprimer un espace boisé classé. Un espace boisé classé, c'est la protection la plus forte qu'il existe dans un PLUI et qui vise à protéger des espaces boisés existants ou qui n'existent pas en vue d'un boisement. On ne peut pas non plus augmenter gravement les risques de nuisance. Par exemple, on ne peut pas créer un nouveau quartier dans une zone humide avérée ou ayant des risques forts d'inondation. On ne peut pas le faire dans le cadre d'une modification. Alors, là, je vais vous présenter des exemples pour que ça soit très clair pour vous, des principales demandes qui sont hors modification. Par exemple, toute modification d'un zonage à proximité d'une zone urbaine. Par exemple, j'ai mon terrain situé en zone urbaine et à proximité immédiate de mon terrain, j'ai une zone agricole avec la possibilité d'avoir une extension effectivement de mon terrain sur la zone agricole et valorisée. Ça, ce n'est pas possible dans le cadre d'une modification de PLUI. Sur le schéma de droite, vous avez le même exemple qui concerne une zone naturelle valorisée.
En fait, on a beaucoup de demandes, effectivement, d'habitants qui disent, voilà, j'ai mon terrain qui se situe en zone urbaine et je souhaiterais l'étendre pour pouvoir construire sur un terrain situé à proximité immédiate. Ça ne rentre pas dans le champ de la modification. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que dans les zones naturelles et agricoles, le PLUI gère les constructions d'habitations existantes. Donc, le PLUI permet déjà l'évolution des constructions d'habitations existantes. Donc ça, je vous invite à bien relire le règlement, c'est déjà prévu. Un autre exemple de demande de modification hors champ qui concerne la suppression de la bande des 50 mètres en bordure d'espaces boisés classés. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bande des 50 mètres? En fait, la bande des 50 mètres, c'est une protection qui est issue d'une orientation du schéma directeur régional d'Île-de-France qui vise à identifier sur les plans de zonage du PLUI une bande de 50 mètres qui doit être prise en considération pour tout projet d'extension ou de construction. Ça veut dire que tous les espaces qui se situent dans cette bande visent à protéger un massif boisé de plus de 100 hectares, c'est-à-dire un massif qui est boisé, qui est identifié par le schéma directeur de la région Île-de-France. Donc, dans cette bande de 50 mètres, le règlement du PLUI ne dit pas que tout n'est pas inconstructible. Il dit simplement, attention, selon que vous soyez dans un site urbain constitué, il sera ou non possible de construire. En aucun cas, il est possible de construire en direction du massif. Ça, c'est le règlement qui le prévoit. On ne peut pas construire en direction du massif pour protéger les espaces de transition avec le bois. Donc, je vous invite à lire le chapitre 3 de la partie 1 du règlement du PLUI ou alors le guide d'application du PLUI qui a été fait pour les habitants et pour les services instructeurs afin de vous permettre de mieux comprendre l'objectif de cette disposition. Alors, certains habitants disent cette bande de 50 mètres n'apparaissait pas sur les plans de zonage de nos PLU. Donc, c'est tout à fait possible, mais il faut savoir que dans les nouveaux documents d'élaboration de PLUI, cette bande de 50 mètres doit apparaître. C'est une demande des services de l'État. Donc, je vous invite à consulter le guide d'application du PLUI pour avoir des renseignements sur l'appréciation des sites urbains constitués. Nous avons aussi beaucoup de demandes qui concernent nos fameux cœurs d'îlots et lisières de jardin. Alors, qu'est-ce que c'est ces cœurs d'îlots et lisières de jardin? J'ai déjà vu des questions qui étaient posées. Alors, les cœurs d'îlots et lisières de jardin correspondent à la protection de la trame verte, à savoir des espaces paysagers dans les espaces urbanisés. Les cœurs d'îlots correspondent à des espaces végétalisés dans les tissus urbains qui visent à lutter à la fois contre l'artificialisation des sols, dans un objectif de biodiversité et à la fois de lutte contre les îlots de chaleur. Les lisières de jardin, qu'est-ce que c'est? Les lisières de jardin, ce sont des espaces végétalisés qui sont situés en limite d'une zone agricole ou d'une zone naturelle. Elles ont pour fonction, effectivement, de permettre une transition par rapport aux espaces agricoles et naturels. Donc, ces espaces ont été délimités par rapport à un cadrage méthodologique, donc vous trouverez les justifications dans le rapport de présentation du PLUI. Ils répondent à des objectifs clairs. Donc, ces protections ne peuvent pas être réduites dans le cadre de la modification du PLUI. En revanche, il est important que vous sachiez que ces cœurs d'îlots et lisières de jardin permettent l'évolution des constructions existantes qui n'apparaîtraient même pas sur les plans de zonage. On a eu pas mal de questions des habitants s'étonnant que leurs constructions n'apparaissent pas sur le plan de zonage du PLU. Ce n'est pas un problème. Les constructions existantes, même si elles n'apparaissent pas sur notre plan de zonage, ça ne s'oppose pas à la constructibilité, à la reconnaissance de la notion de construction existante. Dès lors que la construction existe, il suffit de le prouver au moment du dépôt du permis de construire. Les services instructeurs ont l'habitude, mais il n'y a pas d'erreur matérielle à ce que votre construction ne figure pas, ne soit pas identifiée dans les cœurs d'îlots. Le règlement du PLUI prévoit spécifiquement cette disposition-là. Donc, pas d'inquiétude. Pareillement, il y a des possibilités de compensation qui sont faites dès lors que vous
réaliser un autre cœur d'îlot sur une partie attenante. Donc tout ça, c'est expliqué également dans le règlement et vous trouvez une fiche spécifique qui explique cela dans le guide d'application du PLUI qui est en ligne. Alors maintenant, on va détailler concrètement des exemples de modifications qui peuvent être envisagées. Alors, premièrement, nous avons des corrections d'erreurs matérielles. Alors, qu'est-ce qu'une erreur matérielle? Alors, nous avons eu plusieurs demandes qui revenaient vers nous en nous disant il y a une erreur matérielle sur le plan de zonage parce que mon terrain est coupé. J'ai une partie en zone urbaine, une partie en zone naturelle. Donc, c'est une erreur. Donc, il faut savoir qu'en droit de l'urbanisme et en matière d'évolution des documents d'urbanisme, la notion d'erreur matérielle est très clairement juridiquement définie. En fait, une erreur matérielle doit reposer sur des faits qui sont démontrés dans le dossier de PLUI tel qu'il a été approuvé. Par exemple, le rapport de présentation dit qu'une zone qui est classée en zone naturelle sur le plan de zonage doit être une zone urbanisée. Là, on peut justifier, si vous voulez, qu'il y a eu une erreur matérielle. Mais la notion, la correction d'erreur matérielle, si elle n'est pas clairement démontrée dans le rapport de présentation par des faits avérés, une erreur entre deux schémas, ce n'est pas une erreur matérielle. Alors, aujourd'hui, sont pris en compte au titre des erreurs matérielles la réécriture de passage du règlement pour une meilleure compréhension, la correction de fiches patrimoniales avec des erreurs de photographie ou d'adresse. Ça, c'est des erreurs matérielles qu'on prend en compte. Par exemple, la correction d'un emplacement réservé qui a été mal défini. Ça peut être une erreur matérielle. La correction inversion de schéma dans des documents. Par exemple, dans une orientation, deux schémas ont été inversés. Ça, c'est une erreur matérielle. Ensuite, qu'est-ce qui peut être pris en compte? La clarification de certaines dispositions réglementaires. Par exemple, au bout de 2 années d'application, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être définir un peu mieux comment on appliquait le coefficient d'emprise au sol qui peut être majoré par exemple de plus 10%. Donc on vient expliquer comment s'applique la règle de plus 10% pour l'extension des constructions existantes. On vient le clarifier. On vient clarifier par exemple la notion d'annexe. Qu'est-ce qu'une annexe? Ça, on peut venir l'expliquer dans la modification. Pareillement, on peut venir apporter des précisions dans le rapport de présentation pour définir effectivement qu'est-ce qu'un cœur d'îlot et lisière de jardin pour lever toute ambiguïté sur l'application de la règle. Voilà. Autre exemple de modifications qui peuvent être intégrées, tout ce qui concerne des changements de zonage liés à des projets d'habitat entre des zones urbaines du PLU. Par exemple, on se rend compte qu'une zone urbaine, c'est-à-dire notre zone UDA, la zone la plus importante qui couvre plus de 50% des zones pavillonnaires, la zone UDA avec nos fameuses bandes de constructivité principale ou secondaire. Donc cette zone UDA ne correspond pas par rapport à sa morphologie et elle correspond plus à une zone UDD par exemple. La zone UDD, c'est la zone pavillonnaire à densifier. Donc ça, on peut le corriger. Ensuite, on peut créer ou modifier une OAP. On peut également recalibrer un emplacement réservé destiné à la création d'un emplacement réservé pour de la mixité sociale, pour créer plutôt des logements sociaux. Ça, on peut l'intégrer. Et enfin, on peut très bien supprimer un périmètre d'attente. Alors, le périmètre d'attente, c'était des périmètres, en fait, qui bloquaient la constructibilité d'un secteur sur un délai de 5 ans. Donc, les communes, les porteurs de projets avaient 5 ans pour définir une étude. Donc, au bout de 5 ans, les périmètres tombent, ou soit la commune décide de supprimer ce périmètre d'attente parce que finalement le projet est abandonné. Donc, on peut le faire dans le cadre de la modification. Alors, on peut bien évidemment, par rapport à tout ce qu'on vous a expliqué, on peut renforcer les protections paysagères autour des espaces naturels et agricoles. On peut bien évidemment ajouter de nouvelles protections, notamment des arbres remarquables, des cœurs d'îlots et lisières de jardin, dans le respect du cadrage méthodologique du PLU approuvé. Alors, il faut savoir que nous avons eu beaucoup de demandes concernant l'ajout d'arbres remarquables, avec des inquiétudes en disant un arbre n'est pas identifié au PLU et qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, il faut juste rappeler que le PLU protège tous les arbres
qu'ils soient identifiés ou pas. Il y a une règle d'objectif qui dit que dans le cadre de l'aménagement d'un projet, il faut préserver, privilégier les arbres existants. Donc, si l'arbre est identifié, effectivement, la protection est plus forte, même si le règlement permet leur abattage dans un contexte spécifique. Mais il faut savoir que le PLUI tend à protéger les arbres, qu'ils soient identifiés ou pas, dans l'objectif de conserver de la biodiversité. On peut réduire une zone, bien évidemment, urbaine en faveur d'une zone agricole ou d'une zone naturelle. C'est possible. On peut ajouter des boisements urbains ou des espaces boisés classés sur les plans de zonage, dès lors que ça correspond au cadrage méthodologique du PLUI. Le cadrage méthodologique du PLUI est défini dans le rapport de présentation du PLUI, la partie 3 de justification. Alors, et bien évidemment, on peut adapter, renforcer les protections patrimoniales. Donc ça, c'est possible. On peut également modifier les règles pour favoriser les activités économiques, toujours au regard du cadrage méthodologique du PLUI. Par exemple, on peut identifier des rez-de-chaussée commerciaux dans les centres-villes pour favoriser effectivement la préservation des rez-de-chaussée commerciaux et éviter qu'ils se transforment en du logement. Donc ça, c'est possible. Et enfin, on peut également adapter des emplacements réservés pour des équipements futurs. Dans le cadre de la modification du PLUI, il est tout à fait possible de créer des emplacements réservés ou d'en supprimer, parce que donc, un emplacement réservé est destiné à la réalisation d'un équipement public. Donc, il est possible de le supprimer parce que la commune a abandonné son projet ou parce qu'elle est propriétaire du foncier et que le gel du terrain n'est plus nécessaire. Ça, c'est possible. Ensuite, le terrain peut évoluer selon les règles du PLUI applicables au terrain. Alors, pour mieux appréhender le PLUI, donc je vous invite, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, à consulter donc, le PLUI applicable sur le site GPSO ou en version papier, vous pouvez aller au siège de la communauté urbaine à Carrières-sous-Poissy, où là, le PLUI est mis à disposition, à consulter le mode d'emploi du PLUI, consulter le guide d'application. Nous avons également élaboré une foire aux questions où vous trouverez également des réponses simples aux questions que vous pouvez vous poser. Et bien évidemment, pour suivre la concertation du PLUI et l'actualité du PLUI, vous rentrez dans la rubrique dédiée sur le site gpso.fr. Alors, pour la poursuite du projet, on va vous présenter le calendrier. Donc, depuis octobre 2021, il y a eu le démarrage effectif de la concertation avec les habitants, avec la mise à disposition des registres en commune et la mise à jour du site Internet. Nous sommes aujourd'hui donc dans la phase réunion d'information et il y aura la clôture donc de cette concertation au 1er juin 2022. Un bilan donc en septembre 2022 qui sera présenté au conseil communautaire en lien donc avec une finalisation de l'évaluation environnementale, surtout en lien avec le dossier de modification. Au premier semestre 2023, il y aura donc l'avis de l'autorité environnementale et l'enquête publique courant mai-juin 2023 pour une approbation donc de la modification au deuxième semestre 2023 pour un début 2024 donc de l'entrée en vigueur de la modification. De juin, je voudrais revenir quand même, de juin 2022 à juin 2023, il y aura l'analyse des demandes et l'envoi donc pour l'avis à l'autorité environnementale, aux communes et aux personnes publiques. Toutes les demandes, je le rappelle, sont étudiées, notamment au regard de leur incidence sur l'environnement, l'évaluation environnementale, lorsqu'elles rentrent dans le champ de la modification et bien sûr après accord de la commune. Donc, elles sont intégrées, toutes ces contributions seront intégrées donc au dossier qui sera soumis à l'autorité environnementale et qui donnera son avis. Donc, voilà, pour ensuite aboutir à l'enquête publique.
Donc, les moyens pour participer jusqu'au 1er juin de 2022. Donc, pour s'informer, vous avez le site internet dédié construireensemble.gpso.fr, une lettre d'information qui est parue en octobre 2021 avec PLUI Info numéro 6, un dossier consultable donc dans les 73 mairies ainsi qu'au siège de la communauté urbaine sur rendez-vous. Et pour vous exprimer, donc un formulaire spécifique sur le site dédié, un email à l'adresse dédiée construireensemble@gpso.fr, un registre de concertation papier, tout ça c'est dans les mairies, ainsi qu'au siège de la communauté urbaine sur rendez-vous, et un courrier postal à l'attention du président de GPSO. Toutes ces informations, bien sûr, construireensemble.gpso.fr. Merci beaucoup. On va passer maintenant au regroupement des questions. Alors, il y avait plusieurs questions auxquelles vous venez de répondre, Madame Di Bernardo, sur la manière de contribuer autrement qu'en visio ou en numérique. Donc, on a eu les réponses sur le fait qu'on peut contribuer dans sa commune, qu'on peut contribuer par écrit, qu'on peut envoyer un courrier. Tous ces éléments seront naturellement dans le compte-rendu. Mais donc voilà, on a eu quelques éléments de réponse. Je vais regrouper quelques questions. D'abord, une question sur la concertation. Est-ce que les contributions sont publiques et est-ce qu'on peut accéder à toutes ces contributions? Première question. Et ensuite, j'ai quelques questions de définition et de recherche de documents. Donc, où peut-on voir un plan pour identifier la zone dans laquelle est son bien? À partir de quel document on voit des trames vertes et bleues? Et puis, deux questions de définition. Qu'est-ce qu'une protection patrimoniale? Et comment on qualifie une dépendance d'une habitation principale? Est-ce qu'elle est habitable? Donc, je le répète, est-ce que les contributions sont publiques? Où voit-on le plan pour identifier la zone de son bien? Où on voit la trame verte et bleue, protection patrimoniale et dépendance d'une habitation principale? À quoi ça correspond? Est-ce que c'est habitable? Je vous en prie pour les réponses. Alors, toutes les contributions ne sont pas publiques en fait. Les habitants, donc les contributions sont versées sur un registre et vous ne pouvez pas les consulter pendant la phase d'analyse. Par contre, dans le cadre du bilan de la concertation, les contributions seront effectivement examinées thématiquement et là, vous pourrez consulter le bilan de la concertation. Mais les contributions ne sont pas publiques. Alors, concernant où peut-on voir les plans? En fait, les plans de zonage du PLUI sont consultables sur le site soit gpso.fr, tous les plans par commune sont consultables. Je vous invite vraiment à consulter le mode d'emploi du PLUI pour vérifier effectivement quel plan vous devez consulter. Ensuite, ou sinon, vous pouvez vous rendre en mairie ou au site de la communauté urbaine. Donc, toutes ces informations sont disponibles sur notre site. Ensuite, où peut-on consulter la trame verte et bleue? Alors, la trame verte et bleue, tous les éléments figurent dans le document qui s'appelle l'orientation d'aménagement et de programmation, trame verte et bleue. Elle s'applique à l'échelle du territoire et c'est là en fait que vous retrouvez à l'échelle du territoire l'application de cette trame verte et bleue. Donc, pareillement, vous avez aussi un atlas à la fin de cette OAP trame verte et bleue, commune par commune, où vous pouvez voir l'application, le diagnostic commune par commune. Donc, ce sont des documents qui sont consultables pareillement, soit en mairie, soit au site de la communauté urbaine, soit sur le site gpso.fr. Je vous invite vraiment à consulter le guide d'application du PLUI pour vérifier aussi l'articulation entre l'OAP trame verte et bleue et le règlement du PLUI. Tout est expliqué. Pour les non-initiés, c'est plus évident effectivement d'aller consulter le guide d'application du PLUI. Alors, qu'est-ce qu'une protection patrimoniale? Une protection patrimoniale, en fait, c'est défini. Vous retrouvez toutes les protections patrimoniales du PLUI dans le règlement, dans la partie 3 du règlement. Le rapport de présentation définit et justifie effectivement l'application de cette démarche patrimoniale. Il faut savoir qu'à l'échelle des 73 communes, vous avez plus de 4000 éléments identifiés par rapport à différentes typologies et caractéristiques. Vous avez, alors je ne vais pas rentrer dans le détail,
mais vous avez différentes caractéristiques. Vous avez les ensembles cohérents patrimoniaux, vous avez des édifices qui correspondent à des constructions de protection patrimoniale, vous avez des ensembles bâtis. Donc, toutes ces protections sont expliquées dans le rapport de présentation, définies dans la partie 3 du règlement et correspondent à un cadrage méthodologique. Vous retrouvez ensuite le niveau de cette protection sur les plans de zonage. Donc, il y a à une légende, sur le plan de zonage, correspond une identification. Et à cette identification correspondent des applications réglementaires fixées par le règlement. Comment est considérée une dépendance? Est-ce une annexe ou une extension? Alors, je vous invite, pareillement, à consulter la foire aux questions du PLI où on répond précisément à cette demande. Je vais faire ça. Une annexe, c'est une dépendance qui n'est pas contiguë à la construction principale. Une extension, elle est collée à la construction principale. C'est la grande différence entre extension et annexe. Une annexe ne peut pas être transformée en une habitation. Voilà. Tout ça, c'est expliqué dans le règlement du PLU et vous avez une petite synthèse dans la foire aux questions. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions pour l'instant. Vous avez répondu parfaitement. Alors, je précise pour quelques personnes qui nous l'ont demandé, la visio sera bien sur le site de GPSO. On vous remet l'adresse en continu. Il y a certaines, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que vous posez comme question trouvera réponse dans le compte-rendu. Même si on n'a pas le temps, parce qu'on ne va pas rester jusqu'à 23 heures, tout ce que vous posez comme question il y aura des réponses écrites dans le compte-rendu. Rassurez-vous, on fait de notre mieux. J'ai une série de questions sur les nuisances sonores. Des personnes qui nous expliquent que le PLUI ne prend pas en compte les axes routiers bruyants reconnus dans les anciens PLU. Est-ce qu'on prend en compte les nuisances sonores? Est-ce qu'on pourrait autoriser la construction de clôtures en mur d'une hauteur de 2 mètres pour se protéger des nuisances? Est-ce qu'on peut faire des clôtures en parpaing? Il y a vraiment une inquiétude sur la protection par rapport à des maisons de bourg qui se trouvent le long des grands axes routiers. Est-ce qu'on peut avoir une réponse sur un sujet qui suscite beaucoup de remarques, s'il vous plaît? Alors, est-ce que le PLUI prend en compte les nuisances sonores? La réponse est oui. Donc, vous retrouvez toutes ces dispositions dans le chapitre 0 de la partie 1 du règlement du PLUI. Alors, je m'excuse pour les non-initiés, ce n'est pas évident, effectivement, de se retrouver quand je parle de la partie 1 du règlement et de la partie 2 du règlement. Donc, tout ça, c'est expliqué dans l'introduction et le rapport de présentation. La partie 1 du règlement, ce sont des dispositions transversales qui s'appliquent à toutes les communes, peu importe les zones. Donc, dans la partie 1 du règlement, on prend en compte et on rappelle dans le chapitre 0, il me semble, même moi, l'experte, je peux effectivement peut-être me tromper, mais dans le chapitre 0 ou 1, on reprend effectivement les dispositions qui s'appliquent effectivement au périmètre de bruit, aux nuisances sonores. Donc, tous les arrêtés figurent en annexe du PLUI et ce sont des dispositions qui sont prises en compte au moment de l'instruction des autorisations d'urbanisme. Donc, partie 1 du règlement, vous retrouvez ces dispositions sur la prise en compte des nuisances sonores. Alors, les murs anti-bruit. Alors, les murs anti-bruit, effectivement, on réfléchit dans le cadre de la modification du PLUI à prendre en compte une disposition spécifique par rapport, effectivement, au terrain qui se situe le long des infrastructures de transport terrestre qui ont été définies par arrêté préfectoral. Et là, pour ces terrains qui se situent le long de ces voies classées bruyantes, on étudie effectivement la possibilité de prévoir effectivement des murs plus hauts pour permettre une isolation sonore. Donc ça, c'est à l'étude. Effectivement, ça sera possible. Ensuite, les murs en parpaing, ça restera dans le cadre de ce traitement et dans le cadre de ces études. Je pense que j'ai répondu au traitement. C'est parfait. Alors, j'ai un petit paquet de questions zonage. Alors, beaucoup de questions sur comment on passe un terrain en zone constructible. Est-ce qu'un terrain en zone AV peut passer en zone UDA?
Est-ce qu'on peut passer une parcelle AP en zone constructible? Je vous fais des listes parce que ça relève de ce genre de choses. Peut-on corriger un zonage qui coupe une habitation datant des années 70 en zone constructible et zone naturelle? Est-il possible de rendre constructible un terrain qui anciennement l'était, qui est désormais en zone verte? Peut-on demander qu'un terrain devienne constructible? Des personnes ne comprennent pas ce qui est à l'origine constructible ne l'est plus aujourd'hui. Donc, beaucoup de questions sur comment un terrain peut devenir constructible. Je pense qu'on peut départager la présentation d'ailleurs au passage. Oui, alors en fait, il y avait une petite slide en fait qui pouvait répondre à la question en fait, qu'est-ce que peut faire ou pas, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas dans le cas d'une modification du PLUI. Alors, pour les personnes qui n'étaient pas présentes effectivement au début de la présentation, il faut rappeler qu'une modification ne peut pas réduire le périmètre d'une zone agricole ou d'une zone naturelle. Ce n'est pas possible. Donc, par exemple, à la question qui nous a été posée, est-ce qu'une partie d'une zone agricole valorisée peut être classée en UDA? La réponse est non, on ne peut pas. Donc, ça ne sera pas étudié et pris en compte dans le cadre de la modification du PLUI. Ensuite, il y avait une autre question qui concerne alors, les zones AP et U. Alors, la zone AP, c'est la zone la plus forte au niveau de la protection des zones agricoles. C'est-à-dire que dans les zones AP, comme pour les zones agricoles comme pour les zones agricoles valorisées, en fait, on ne peut pas la réduire. Et en plus, la zone AP recouvre à peu près 30% des zones agricoles valorisées du territoire. Donc, il n'est pas possible de prendre une partie de la zone agricole protégée qui est inconstructible. Il n'est pas possible d'en prendre une partie pour la classer en zone urbaine. Ce n'est pas possible. Alors, ensuite, il y avait une autre question. Alors, j'ai pas bien... Ah, voilà. Alors, c'était un terrain anciennement constructible au PLU, mais qui n'est plus constructible dans le PLU. Alors, comme l'a expliqué Madame Di Bernardo, un axe fort de notre PLU est effectivement la lutte contre l'étalement urbain. Donc, l'approbation du PLU a fait l'objet, effectivement, d'études, de collaboration avec toutes les communes concernées. Et effectivement, des terrains qui étaient avant constructibles ont pu être inconstructibles. Ils ont pu être inconstructibles parce que soit effectivement ils étaient en prolongation d'une zone, ils étaient à proximité immédiate d'une zone agricole, soit c'était une ancienne zone AU. Les zones AU, c'était les zones à urbaniser. Le choix a été fait, effectivement, de limiter l'artificialisation des sols et de limiter les zones, effectivement, urbaines sur les zones agricoles et naturelles. Donc, c'est un choix du PLUI tel qu'il a été approuvé et qu'il n'est pas possible aujourd'hui de remettre en cause. Effectivement, c'est déjà une application de la loi de la loi Grenelle, de la loi ED et de la loi SRU, et une anticipation du futur visage de l'aménagement en France, qui est de lutter contre l'artificialisation des sols. Objectif affirmé avec le zéro artificialisation nette, c'est un terme dont vous allez beaucoup entendre parler dans les prochains mois et les prochaines années, puisque toutes les évolutions des documents d'urbanisme seront contraints par cet objectif de zéro artificialisation nette, c'est-à-dire de ne pas favoriser l'étalement urbain. C'est une contrainte que tous les PLU devront respecter. C'est un enjeu majeur pour le territoire. Donc, il n'y a pas, malheureusement, en droit d'urbanisme, il n'y a pas de droit acquis à une situation, à un temps déterminé. L'intérêt général fait qu'il est possible, effectivement, d'avoir supprimé des zones à urbaniser pour la préservation des générations futures. C'est possible. Je pense que j'ai répondu aux questions. Tout à fait. Je continue. J'ai des questions sur les modifications de règles d'implantation et sur les protections paysagères. La première, modification du coefficient d'emprise au sol.
Une personne nous demande s'il est envisageable de modifier ce coefficient limité à 10% d'une zone UDC sur la commune de Mantes-la-Ville, sur une commune spécifique. Donc, modifier le coefficient d'emprise au sol limité à seulement 10% d'une zone UDC. Et j'ai deux questions sur les cœurs d'îlots et lisières de jardin. La première, c'est comment ont été déterminées les zones cœurs d'îlots et lisières de jardin? Est-ce une nouveauté de ce PLUI? Comment les identifier dans leur réalité puisqu'elles ne semblent pas correspondre à des parcelles de géomètres? Vous voyez que c'est très précis. Et deuxième question sur ces cœurs d'îlots, de part que la propriété soit en retrait de la voie publique, elle est classée à 100% en cœur d'îlot. Serait-il possible de laisser autour de mon habitation quelques mètres hors cœur d'îlot? Est-ce que les questions étaient compréhensibles, mesdames? Tout à fait. Super. Alors, sur la méthodologie des cœurs d'îlots et lisières de jardin. Alors, les cœurs d'îlots et lisières de jardin correspondent à la trame verte urbaine du PLUI. Donc, ces cœurs d'îlots et lisières de jardin sont identifiés sur les plans de zonage. Donc, ils correspondent à une volonté de préserver, effectivement, la biodiversité dans les espaces urbains, de lutter à la fois contre les îlots de chaleur et de préserver, effectivement, la biodiversité. Donc, le cadre méthodologique a été défini dans le rapport de présentation. Et il faut savoir que c'était une remarque de la commission d'enquête dans le cadre de l'enquête publique du PLUI qui a été effectivement de bien définir le cadrage méthodologique qui est défini dans le rapport de présentation. Alors, le fait que ce n'est pas forcément, elle ne colle pas à la réalité parcellaire. Donc, il faut savoir que, comme je l'expliquais effectivement dans la présentation, le PLUI les plans de zonage du PLUI auraient très bien pu ne pas se faire sur un plan cadastral. Beaucoup de PLUI ne se font pas sur un plan cadastral. Donc, on n'est pas lié par la réalité cadastrale. Des divisions foncières peuvent intervenir pendant la période d'élaboration du PLUI. C'est normal, mais les dispositions, c'est le plan de zonage qui les fixe et on n'est pas lié par la réalité cadastrale. Un terrain peut être concerné par deux zones. C'est possible, et là, le règlement s'applique en fonction du zonage sur la partie du terrain concerné. La réalité du cadastre n'est pas une obligation à respecter dans le cadre du PLUI. On n'est pas lié. Alors, une construction, donc c'est pas, alors, vous aviez posé la question, est-ce que les cœurs d'îlots et lisières de jardin, c'est une nouveauté du PLUI? Donc oui, c'est une nouveauté du PLUI parce que ce n'est pas une révision du PLUI, le PLUI a été élaboré. Donc effectivement, il repose sur des dispositions du Code de l'urbanisme qui permettent effectivement d'identifier des espaces paysagers au sein du tissu urbain. Donc c'est issu du Code de l'urbanisme. Le PLUI tient compte effectivement de cette possibilité et il a utilisé cet outil dans le cadre de la définition des plans de zonage et du règlement. Donc c'est bien une nouveauté du PLUI. Je pense que j'ai répondu aux questions. Tout à fait. Alors, et puis, ah oui, je vous en prie, continuez. Oui, j'ai oublié effectivement de répondre à une question qui concernait les ensembles cohérents urbains, notamment à Mantes-la-Ville. Effectivement, nous avons eu des contributions effectivement à Mantes-la-Ville sur des ensembles cohérents urbains où le règlement du PLUI définit une emprise au sol de 10% effectivement pour les extensions des constructions. Donc, nous avons cette demande entre dans le champ de la modification du PLUI, elle est notée et dès lors, il sera possible, en accord avec la commune de Mantes-la-Ville, sous réserve de ne pas remettre en cause la protection patrimoniale de l'ensemble cohérent, parce que l'ensemble cohérent patrimonial urbain, c'est défini, si vous voulez, pour préserver la morphologie de quartier, c'est-à-dire qu'on a des quartiers qui ont une identité patrimoniale. On a des maisons qui sont d'une certaine manière, et donc le souhait de la commune, c'était de préserver ces maisons, la façon dont elles sont configurées, de préserver également les jardins. Donc, il est possible d'envisager une légère extension des extensions possibles. Ça sera spécifié dans la fiche de l'EQ dédiée, mais ça,
C'est sous réserve effectivement de l'accord de la commune, de façon à ce qu'on soit bien en phase sur les objectifs de la protection. Donc, ça rentre dans le champ et c'est bien en accord avec la commune. Merci beaucoup. Je continue. Merci sur la concision de vos réponses parce que je vous envoie plein de questions. J'ai des questions sur des projets à proximité ou dans les quartiers où habitent les gens, ou dans différentes communes. Donc, j'ai 3 questions. Des personnes qui s'inquiètent pour leur terrain sur la plaine de Carrière sous Poissy, des adhérents d'un collectif, d'une association qui s'inquiètent du devenir de leur terrain. Première question. Seconde question concernant Poissy, des personnes nombreuses, 500 personnes qui ont signé une pétition portée devant le maire pour empêcher la construction d'un immeuble en zone UAB sur quelques parcelles à Poissy. Donc, des questions sur, la construction ne s'est pas faite cependant, la demande de modification de zonage pour abaisser le droit à construire en changeant le zonage n'a pas été satisfaite. Donc, la question est de savoir si vous allez entendre les doléances des habitants du quartier des Sablons pour ne pas densifier le quartier qui est a une vocation pavillonnaire. Et troisième sujet, cette fois-ci sur Aubergenville, le PLUI prévoit pour Aubergenville en zone UAB la construction d'immeubles jusqu'à 21 mètres de façade. Les personnes nous signalent que ça ne correspond pas au cadre de vie des Aubergenvillois et proposent de revoir cette hauteur en créant un secteur UAB délimité. J'espère que vous avez compris mes questions. Alors, pour la première question, je vais laisser la parole à Sylvaine Baudouin. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, il y a une association là, qui nous interroge sur le devenir des terrains sur la plaine de Chanteloup. Donc sur la plaine de Chanteloup, on est sur des zonages en N et en A, PLUI, donc qui sont très difficiles à faire évoluer. Il n'y a pas de risque en fait imminent pour que les terrains évoluent sur la constructibilité. Et par ailleurs, il y a un projet qui est porté par le département des Yvelines pour valoriser de manière naturelle ces terrains. Il y a eu des articles dans la presse pour planter une forêt et le projet est en train de se construire petit à petit. Et on travaille avec de nombreux partenaires sur ce projet et avec des associations de propriétaires pour que le projet se fasse de bonne manière. Concernant Poissy, par rapport à la question qui a été posée, peut-on s'opposer à la construction d'un immeuble d'une certaine hauteur? Alors, dès lors que le projet, effectivement, correspond au règlement du PLUI, on ne peut pas s'opposer à la réalisation de cet immeuble. Donc après, l'instruction relève de la commune. C'est un sujet effectivement qui relève de la compétence de la commune. Concernant Aubergenville et le projet dont il est cité, donc là encore, dès lors que le projet se situe dans le périmètre gare, il faut savoir que dans les périmètres gare, les orientations à la fois liées aux documents supracommunaux, à savoir les schémas directeurs d'Île-de-France, en fait, favorisent l'intensification des constructions autour des projets gares. Il s'agit d'accompagner l'arrivée d'éoles sur notre territoire. Tout ça pour limiter effectivement l'étalement urbain. Donc, les quartiers qui se situent autour des projets gares, en fait, forcément, sont privilégiés dans le cadre des projets de densification des communes. Donc, bien évidemment, ça se fait en prenant en compte l'environnement, les quartiers pavillonnaires tout autour, mais comme l'expliquait Madame Di Bernardo dans son introduction, donc il va falloir effectivement considérer que les nouveaux projets doivent forcément prendre en compte la nécessaire lutte contre l'artificialisation. On doit densifier aujourd'hui plutôt en hauteur que plutôt en étalement urbain pour favoriser la préservation et la lutte contre l'artificialisation des sols. Donc, le PLUI, effectivement, doit prendre en compte cet objectif.
je reprends la main pour deux questions qui concernent toujours les projets. Donc, est-ce qu'il existe d'autres procédures, exceptionnelles ou non, qui permettent de modifier l'affectation d'un emplacement réservé sans attendre la fin de ce projet de modification du PLUI? Donc, voilà. Et puis, deux questions à nouveau sur des projets en proximité. Une question, c'est est-ce qu'on peut augmenter le nombre de stationnements privés dans les ensembles immobiliers nouvellement construits? Et est-ce que vous prévoyez globalement plus de logements sociaux sur le territoire? Donc, je rappelle, modification d'affectation d'un emplacement réservé sans attendre la fin de la modification, stationnement privé dans les ensembles immobiliers, et y aura-t-il plus de logements sociaux sur le territoire? Alors, la première question porte, effectivement, nous avons eu plusieurs contributions d'habitants concernant une commune, effectivement, la commune qui souhaite supprimer un emplacement réservé. Donc, il faut savoir que, je comprends bien la question des habitants, qu'est-ce qu'il est possible de faire tant que l'emplacement réservé n'est pas supprimé dans le cadre de la modification? Alors, ce que dit le règlement, et ce qui s'applique, c'est que tant qu'un emplacement réservé n'est pas supprimé, il est tout à fait possible de déposer un permis précaire sur l'emplacement réservé dès lors que ce permis précaire ne remet pas en cause l'affectation future de cet emplacement réservé. Ensuite, si cet emplacement réservé est supprimé, il est tout à fait possible d'en disposer conformément au règlement du PLU qui s'applique au terrain. Donc, sur un emplacement réservé, il est possible de déposer des permis précaires. C'est possible. Alors, la deuxième question concerne peut-on augmenter le nombre de stationnements dans un ensemble immobilier dans le cadre de la modification, je suppose, du PLU? Alors, les règles de stationnement font partie effectivement du cadrage méthodologique du PLU. Les normes de stationnement tiennent compte du plan de déplacement urbain d'Île-de-France. Donc, les normes de stationnement ont été fixées par commune en tenant compte du taux de motorisation des ménages. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, aller au-delà, c'était notre cadrage méthodologique, des règles qui sont fixées par ce taux de motorisation des ménages. Par contre, dans les périmètres gares, le nombre de stationnements est plafonné. C'est-à-dire que dans les périmètres gares, vous avez un rayon de 500 mètres, un périmètre de 500 mètres, où on ne peut pas exiger plus d'une place de stationnement pour le logement libre et pas plus de 0,5 pour le logement social. Ça, c'est des normes plafonds. On ne peut pas augmenter le nombre de places. C'est la loi qui le prévoit. Et il faut savoir que dans le cadre de la loi climat et de lutte contre l'artificialisation des sols, imposer davantage de normes de stationnement n'est pas, si vous voulez, dans la tendance en faveur de limiter et de favoriser les déplacements doux. En fait, la tendance à venir, c'est de favoriser effectivement des modes de déplacement doux et de limiter l'usage de la voiture, justement en favorisant et en intensifiant les constructions autour des axes de transport public et autour des projets gares. Donc, il y a une cohérence dans toutes ces règles, c'est de favoriser la constructibilité autour des projets gares pour diminuer l'usage de la voiture. C'est l'application d'un ensemble de politiques publiques de lutte contre l'artificialisation des sols. Donc, tout a une logique et c'est le PADD du PLUI qui définit ce projet de territoire. Donc, dans le cadre de la modification du PLUI, augmenter les normes de stationnement remettrait en cause le cadrage méthodologique du PLUI. Donc, cette demande ne sera pas prise en compte. Alors, plus de logements sociaux dans le PLUI. Donc, le PLUI doit être compatible avec le PLHI. Le PLHI, qu'est-ce que c'est? C'est le plan local d'habitat intercommunal qui a été défini par la communauté urbaine et approuvé en février 2019. Il fixe des obligations de réalisation de logements sociaux à l'échelle des 73 communes en prenant en compte la loi qu'on appelait SRU, c'est-à-dire qu'il y avait des objectifs de créer des logements sociaux
par commune, avec des communes effectivement qui peuvent être déficitaires, voire carencées. Donc, le PLUI est tenu de respecter les engagements du PLHI, commune par commune. Donc, le PLUI ne pourrait pas remettre en cause les objectifs définis par cette politique sectorielle. Merci beaucoup. Donc, j'ai des questions sur les OAP. Après vos réponses, je vous parlerai des arbres. D'abord, sur les OAP, 2 questions précises. Est-il possible de déposer un dossier de demande de suppression d'une OAP lorsque cette dernière entraîne une réduction d'une zone agricole, que cette OAP entraîne un risque de nuisance sonore avéré, que cette OAP se situe à moins de 500 mètres d'un monument classé? Donc, comment on fait pour déposer une demande de suppression d'une OAP? Et deuxième question, qui peut déposer un dossier de recours pour une demande d'annulation d'une OAP et à qui doit-il être adressé? Alors, concernant le recours, alors j'ai un petit peu du mal à comprendre, mais en fait, toutes ces demandes, vous pouvez les déposer dans le cadre du registre de concertation. Donc, déposez vos demandes et elles seront examinées. Alors, est-ce qu'on peut supprimer une OAP? Donc, la réponse est oui. Une OAP peut couvrir des espaces agricoles. Donc, il est possible de supprimer une OAP parce que le projet est abandonné, mais en aucun cas, on ne pourra supprimer ou réduire la zone agricole qui est identifiée au plan de zonage. Donc, on peut toucher à une OAP, mais en aucun cas, on ne peut remettre en cause la protection du plan de zonage, parce que si une OAP se situe sur une zone agricole, il y a un lien forcément avec le plan de zonage qui est en dessous. Donc, l'OAP se superpose au plan de zonage. Donc, l'OAP, on peut la supprimer parce que le projet est abandonné, mais en aucun cas, on pourra remettre en cause la protection de la zone agricole qui est certainement identifiée sur le plan de zonage. Alors, une série de questions sur les espaces boisés, les arbres. Alors, je vous en pose plusieurs, comme ça vous permettra de nous apporter des éléments généraux sur ce sujet. Comment le PLUI permet-il de protéger les arbres existants? Quand on a des arbres coupés, sont-ils replantés? Peut-on demander un zonage plus approprié pour renforcer les protections, à l'instar par exemple d'une lisière de forêt? Est-il possible de protéger les arbres et les boisements? Est-ce qu'on a une fiche où on peut trouver une fiche à remplir dans cet objectif? Les espaces boisés et classés correspondent-ils aux zones UL? Et quand on a plusieurs textes qui réglementent tout cela, PLUI, SDRIF, pour la protection des bois et lisières, qui décide au cas par cas de ce qui est site urbain constitué ou pas? C'est une question de différence de règles. Et puis, une petite question en plus, c'est peut-on couper un arbre dangereux pour un mur? J'ai fini sur les arbres et j'ai une petite question en général. Est-ce que parce que vous y avez déjà répondu, mais je crois que des personnes souhaiteraient que vous reveniez là-dessus, c'est est-ce que vous prévoyez d'intégrer les obligations de la loi climat et résilience pour l'atteinte du zéro artificialisation nette et accompagner les communes pour réduire l'emprise sur les terres agricoles requis dans le futur PLUI? Donc, mes questions sur les arbres et une question sur le ZAN, arbre et ZAN. Je vous en prie. Vous m'avez gâté. Ah oui, j'essaye de les regrouper parce que nous en avons énormément. Voilà. Alors, comment protéger les arbres existants? Alors, comme je l'expliquais dans la présentation, le PLUI protège la biodiversité, protège la végétation. Les arbres, même s'ils ne sont pas identifiés sur le plan de zonage, il y a un objectif général que vous retrouvez en fait dans le chapitre 3.1 de la partie 1 qui s'applique pour toutes les zones du PLUI et dans la partie 4 qui vise effectivement de préserver la démarche patrimoniale, que nous fassions l'objet d'une protection
d'une protection réglementaire ou pas. Il y a la prise en compte de l'environnement qui est un objectif. Donc, à noter que le PLUI favorise la préservation des arbres, qu'ils soient protégés ou pas. Ça veut dire que dans l'instruction d'un projet, les instructeurs et la commune vont veiller effectivement à ce que si un arbre est intéressant, même, mais qui n'a pas été identifié par le PLUI, le PLUI dit qu'il faut privilégier la protection des arbres identifiés ou pas. C'est un objectif clairement défini dans le chapitre 3 de la partie 1 du règlement. Donc, oui, il y a une règle d'objectif de protéger les arbres qui soient identifiés ou pas. Par contre, effectivement, est-ce qu'un arbre identifié et remarquable peut être abattu parce qu'il est dangereux? La réponse est oui. Le PLUI prévoit dans le chapitre toujours 3, le chapitre 3, c'est la protection des espaces libres et des espaces paysagers. C'est là que vous retrouvez toutes les dispositions qui concernent la trame verte urbaine, qui concernent les cœurs d'îlots, les lisières de jardin, les espaces boisés classés et les arbres. Donc, il y a une disposition du PLUI qui dit qu'il est possible, si un arbre est dangereux ou dans le cas d'un projet d'intérêt général, de supprimer un arbre. Là encore, je vous invite à relire le guide d'application du PLUI, la fiche spécifique dédiée aux arbres, et vous y retrouvez ces informations. Ensuite, vous aviez une question sur les sites urbains constitués, la protection des massifs boisés de plus de 100 hectares. Donc effectivement, j'en ai également parlé dans la présentation. Vous avez une fiche du guide dédiée sur qu'est-ce qu'un site urbain constitué et comment on l'apprécie. Alors, le règlement du PLUI est très clair. L'appréciation d'un site urbain constitué est appréciée au cas par cas. Mais ce cas par cas est basé sur des critères objectifs. Le PLUI reprend les textes et la doctrine de l'État en ce qui concerne la délimitation des sites urbains constitués qui est liée au SDRIF, au schéma directeur. Donc un site urbain constitué, en fait, le PLUI définit ce que c'est ou pas. Donc je vous invite à consulter pareillement le chapitre 3 du règlement qui définit le site urbain constitué. Donc en fait, une maison, quelques maisons isolées, en fait, ne constituent pas un site urbain constitué. Par contre, comme dans certaines communes, vous avez vraiment des lotissements qui sont dans le site urbain constitué, donc dans la bande des 50 mètres. Donc là, en fait, c'est un site urbain constitué avéré. Mais cette appréciation, elle s'avère au cas par cas. Donc c'est au demandeur, lorsqu'il dépose, si vous êtes en site urbain constitué, si vous êtes dans la bande des 50 mètres, c'est au demandeur de justifier qu'il considère qu'il est en site urbain constitué. La commune vérifiera au regard des critères objectifs définis dans le règlement du PLUI s'il est ou pas en site urbain constitué. Mais il est important de préciser que vous soyez ou pas en site urbain constitué, vous ne pourrez pas faire des extensions en direction du massif parce qu'il faut protéger la forêt. Donc les extensions se feront toujours de l'autre côté, c'est-à-dire pas en direction du massif. Voilà. Ah oui, alors, est-ce qu'on prévoit de prendre en compte la loi climat? Donc, alors, dans le cadre de la modification du PLUI, on prend déjà, parce que notre PLUI était déjà, il anticipait la loi climat. On a déjà des mesures en faveur de la lutte contre l'artificialisation des sols. Par exemple, ne pas multiplier les aires de stationnement en surface. Notre PLUI dit que les places de stationnement doivent être pour l'emprise des constructions pour limiter l'artificialisation des sols. Donc, on est déjà précurseur en matière de la loi climat. Alors après, la question, si c'est par rapport au ZAN, le zéro artificialisation nette, que Mme Di Bernardo vous a expliqué dans son introduction. Le ZAN est conditionné d'abord à la prise en compte de cet objectif qui va être territorialisé à l'échelle de l'Île-de-France par le schéma directeur de la région Île-de-France. Le schéma directeur de la région Île-de-France est actuellement en cours de révision. C'est lui qui va fixer les objectifs pour le territoire de GPSO concernant l'objectif de diminuer effectivement le 50% d'artificialisation nette. Donc il faut qu'on attende que le SDRIF, qui est prévu d'être approuvé en 2024, on doit attendre que le SDRIF soit approuvé pour ensuite que le PLUI l'intègre. C'est d'abord le SDRIF et ensuite le PLUI
engagera une procédure de modification, de mise en compatibilité avec le SDRIF sur ce sujet-là. On est lié au SDRIF. Voilà. Alors, avant-dernier tour de questions, j'ai quelques petites questions de zonage encore. J'en ai 4. Alors, c'est parfois un peu précis, mais ça nous semble important de vous les poser. Une personne dit qu'elle est propriétaire de 2 parcelles contiguës, l'une constructible UDA, l'autre en zone agricole valorisée. Elle demande si on peut demander la modification ou la révision de la parcelle agricole en zone constructible, sachant qu'elle est entourée pour partie de construction. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, peut-on modifier des zones agricoles valorisées en zones agricoles protégées? Ça vous permettra peut-être de bien préciser la différence entre ces deux zonages. Troisième question, une question qui concerne une zone EBC qui devient bois urbain. Quelle différence? Alors, je ne comprends pas la question, mais vous nous l'expliciterez. Une zone EBC qui devient bois urbain. Et ma quatrième question, quelle est l'incidence d'un rezonage partiel d'une parcelle sur le calcul de la taxe foncière? Est-ce que vous avez compris mes questions? Tout à fait. Waouh! Alors déjà, pour répondre à la question d'un terrain qui est concerné par une zone UDA et une zone AV. Alors, la zone UDA, c'est une zone urbaine qui correspond au quartier pavillonnaire paysager. Et vous avez la zone AV, c'est la zone agricole valorisée. Donc, comme on l'a expliqué, il n'est pas possible, effectivement, de modifier, dans le cadre de la procédure en cours, le zonage de la zone A agricole valorisée pour l'intégrer dans la zone urbaine. C'est hors champ de la modification. Vous pouvez faire la demande, vous pouvez déposer votre demande pour qu'elle soit examinée, mais la réponse, elle sera la même que pour toutes les demandes qui concernent la réduction d'une zone agricole valorisée, ça sera hors champ de la procédure de modification. En revanche, la personne qui pose effectivement la question, est-ce qu'une zone agricole valorisée peut être basculée en zone agricole protégée? La réponse est oui. Ça rentre dans le champ de la modification. Une zone agricole valorisée est une zone qui permet certaines constructions liées aux activités agricoles. La zone agricole préservée, c'est la zone en fait qui ne permet pas la constructibilité des zones agricoles. Cette zone agricole préservée, elle est justifiée par des objectifs paysagers qui sont notamment en lien avec l'orientation d'aménagement et de programmation de la trame verte et bleue. Il y a une cohérence entre le zonage agricole paysager, préservé, et les orientations de l'OAP trame verte et bleue qui fixent effectivement des protections du grand paysage. Donc, si on nous demande effectivement de pouvoir étendre une zone agricole préservée, donc avec une constructibilité diminuée, la réponse est oui, parce que vous renforcez une protection et vous luttez contre l'artificialisation des sols. Mais bien évidemment, ça sera examiné en accord avec la commune concernée. Ensuite, quelle est la différence entre un espace boisé classé et un boisement urbain? Alors, là encore, vous retrouvez cette différence qui est justifiée dans le rapport de présentation du PLU. Un espace boisé classé, ça regroupe des bois qui soient existants ou pas dans les zones naturelles ou agricoles et qui recouvrent les massifs boisés de plus de 100 hectares qui relèvent de la protection du schéma directeur de la région Île-de-France. Les espaces boisés classés, c'est la protection la plus forte qui existe au niveau de la protection des bois. Ils recouvrent, alors certains espaces boisés classés peuvent être en zone urbaine parce qu'ils sont attenants à un massif boisé de plus de 100 hectares qui a pu déborder sur des espaces urbains. Le PLU le justifie et l'explique. C'est possible. Un boisement urbain, ce sont des bois qui se situent dans les sites urbanisés.
Le règlement définit précisément ce qu'il est possible ou pas de faire dans le boisement urbain. Les espaces boisés classés, c'est le code de l'urbanisme qui dit aucun défrichement ou abattage d'arbres dans les espaces boisés classés. Certains abattages sont admis pour les bois, pour les arbres qui sont dangereux. Mais il n'y a aucun défrichement possible d'un espace boisé classé. Un boisement urbain, le règlement du PLU, précise ce qu'il est possible ou pas de faire. Donc, dans les boisements urbains, je vous invite, c'est la partie 3.1 du règlement, qui définit ce qu'il est possible ou pas de faire dans un boisement urbain. Il y a plus de souplesse en boisement urbain. La tendance, enfin, bien évidemment, il faut protéger le bois, mais il y a un peu plus de souplesse en boisement urbain. Ça correspond à une volonté, effectivement, de pouvoir permettre certains aménagements légers dans un boisement urbain pour permettre l'accueil du public, réaliser certains aménagements légers, c'est possible. Puis en plus, en boisement urbain, vous avez des compensations possibles. C'est-à-dire que vous pouvez procéder à certains abattages en contrepartie de reconstituer un autre boisement urbain en contiguïté immédiate. Ça, c'est possible, c'est fixé par le règlement. Espace boisé classé, c'est le code de l'urbanisme qui dit ce que vous pouvez faire, c'est geler. Boisement urbain, il y a une certaine souplesse, même s'il y a une protection, une volonté de protéger le bois, mais voilà, c'est le règlement qui définit. Concernant la taxe foncière, non, il n'y a pas de lien entre, dans la procédure de PLUI, il n'y a pas de lien entre PLUI et taxe foncière. Il n'y a pas de lien. Alors, j'ai encore une question, 2 questions en 30 secondes, réponse en 30 secondes, comme ça, on pourra ensuite aller vers la conclusion. Sans doute que ça demandera, une personne nous dit, vous ne parlez pas de la nouvelle règle de constructibilité uniquement dans les 30 mètres de la rue, et quelqu'un nous demande, est-ce que la construction de nouvelles pistes cyclables est d'actualité? Alors, pour les pistes cyclables, en fait, donc par exemple, si c'est une contribution sur est-ce qu'il est possible de rajouter des pistes cyclables? C'est ça, oui. Voilà, alors le PLUI, en fait, par rapport aux pistes cyclables, il fixe des orientations, effectivement, à la fois dans les orientations d'aménagement et programmation, des volontés, effectivement, de créer des aménagements doux. Vous avez aussi l'outil emplacement réservé qui permet de geler la constructibilité d'un terrain pour pouvoir favoriser, effectivement, la réalisation de ces pistes cyclables. Mais pour pouvoir inscrire des pistes cyclables dans le PLUI, c'est-à-dire c'est là que ça va passer, ça nécessite des études préalables en lien avec les schémas directeurs cyclables. Donc, quand les communes seront prêtes et quand les autorités compétentes en matière de création de pistes cyclables décideront qu'il est nécessaire de bloquer des outils opérationnels pour pouvoir les réaliser, si on était dans ce cadre-là, oui, le PLUI pourrait permettre de les créer dans le cadre de la modification du PLUI. Mais si on n'est pas dans cette temporalité, je sais où doit passer ma piste cyclable, il me faut un emplacement réservé, on ne peut pas le faire parce que là, la modification du PLUI est dans un cadre et un calendrier déterminé. Donc, ça nécessite des études préalables pour savoir où ça passe. Alors, concernant la borne de constructibilité principale, donc de 30 mètres, donc il faut savoir qu'il n'y a pas de borne de constructibilité principale de 30 mètres, elle est de 20 mètres. Et elle s'applique dans certaines zones du PLUI. Donc, elle s'applique par rapport, donc c'est le règlement du PLUI, le chapitre 2, qui définit comment on calcule une bande de constructibilité principale. Donc, il n'est pas prévu, dans le cadre de la modification du PLUI, de revenir sur cette bande de constructibilité principale de 20 mètres. Parce qu'elle couvre principalement la zone UDA, la zone pavillonnaire, qui concerne plus de 70% des zones urbaines mixtes et 50% des zones UD. Donc, c'est une zone majeure pour le territoire et qui concerne 73 communes. Donc, dans le cadre de la modification du PLU, il n'est pas prévu de toucher à cette bande de constructibilité principale. Parce qu'elle a un objectif aussi, c'est de lutter contre l'artificialisation des sols et préserver les fonds de terrain. Donc, dans ce cadre-là, toujours dans l'objectif de préserver le paysage, il n'est pas prévu de toucher à cette bande de constructibilité principale qui répond à un objectif fort du PLUI, approuvé en 2020. Merci beaucoup. Donc, je voulais remercier tous les participants qui ont fait jouer le jeu de poser des questions. On a fait de notre mieux pour les relayer.
Toutes les questions que vous avez posées donneront lieu à des réponses, y compris parfois certains ont dit peut-être qu'on a insuffisamment été précis dans les réponses, donc on prendra vraiment le temps de s'assurer que le compte-rendu est complet. Je laisse la parole à Madame Di Bernardo pour la conclusion de notre soirée en vous remerciant tous. Merci beaucoup. Écoutez, je tiens également à vous remercier pour votre participation. Remercier également le cabinet Palabreo et son animatrice Marie-Catherine Bernard. Et un très grand merci au service Urbanise qui ont répondu clairement, merci Karine, qui ont répondu clairement, je l'espère, à vos questions. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 1er juin pour déposer vos contributions et qu'elles sont utiles pour nourrir le projet tout en respectant les champs d'application. J'attire votre attention sur le fait que les demandes arrivées après cette date ne seront pas prises en compte. Après la clôture donc, de cette concertation, comme je l'ai déjà dit, un bilan sera établi et présenté lors du Conseil communautaire du mois de septembre. La prochaine étape, donc l'enquête publique en juin 2023. Vous pourrez consulter le dossier complet de la modification intégrant l'évaluation environnementale, les avis des communes, des personnes publiques. Vous pourrez alors de nouveau vous exprimer sur les modifications apportées. Merci encore pour votre participation et je vous souhaite une belle soirée.